Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Rénovation énergétique. Quelles opportunités pour les collectivités? Vous êtes en charge d'une commune, d'une agglomération, d'un département, d'une région. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans vos territoires, dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, notamment en rénovant vos bâtiments. Et comme nous allons le voir ensemble dans les contextes économiques et législatifs actuels, vous pouvez bénéficier d'opportunités très intéressantes. Durant cette heure, nos intervenants décrypteront les enjeux de la rénovation énergétique, vous donneront des conseils et une méthode pour élaborer votre stratégie. Ils vous détailleront les types d'actions et contrats existants, mais aussi les aides et les financements dont vous pouvez bénéficier. Et puis nous découvrirons des opérations de rénovation énergétique réalisées aux quatre coins de la France, dans des bâtiments communaux, piscines, écoles ou autres. Et pour terminer, dans environ 3 quarts d'heure, nos experts répondront à vos questions. Vous pourrez vous poser ces questions tout au long de ce webinaire via le module de chat. Alors, avec nous, durant cette heure, nos intervenants. Tout d'abord, Nathalie Bougeot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes responsable coordination plan de relance B2B d'EDF pour les marchés d'affaires. Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de ce plan de relance concernant l'efficacité énergétique et la transition environnementale n'ont pas de secret pour vous. Olivier Perrier, bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel. Vous êtes directeur commercial collectivité d'Alkia. Avec les experts d'Alkia, vous accompagnez les élus, les directeurs techniques dans leurs projets de rénovation énergétique. Vous connaissez les enjeux, les attentes, les besoins des collectivités. Et puis également avec nous Sébastien Ilouz. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires. Avec vos directions régionales, bien vous accompagnez les territoires sur l'ensemble du parcours de leurs projets d'efficacité énergétique. Alors, je vous propose tout d'abord, pour débuter ce webinaire, de rappeler rapidement les enjeux de la rénovation énergétique. La France a des objectifs qui sont ambitieux en matière de développement durable et les bâtiments ont un rôle à jouer, Nathalie. Tout à fait. La loi énergie-climat a institué en son article 1er l'urgence écologique et climatique et a fixé des objectifs ambitieux en termes de réduction des consommations finales de moins 7% en 2023 à moins 50% en 2050 par rapport à 2012, de baisse des consommations d'énergie finale, d'énergie fossile avec moins 40% par rapport à 2012, de développement des ENR pour représenter 33% dans la consommation finale en 2030 et enfin d'atteindre de la neutralité carbone en 2050. Avec plus de 40% de la consommation finale d'énergie en France, le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire confondus, est le premier consommateur d'énergie finale et le second émetteur en termes de carbone. De plus, les analyses menées par l'ADEME et les ministères dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, démontre que, à l'horizon 2050, les puits carbone ne permettront de compenser que les émissions incompressibles des secteurs industriels, agricoles ou encore de transport lourd. Le bâtiment doit donc devenir zéro carbone. Pour atteindre cet objectif, il faudra diviser par 2 la consommation énergétique de ce secteur et remplacer les énergies fossiles par des énergies bas carbone, voire totalement décarbonées. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs dans la stratégie nationale bas carbone, appelée SNBC, et qui est mise en place en 2017, puis révisée en avril 2020. L'ensemble du parc de bâtiments, neufs et existants, devra donc être très performant énergétiquement, pilotable et bas carbone. Or, 75% du parc immobilier de 2050 est déjà construit. Et environ la moitié des bâtiments en France ont été construits avant 1975. Leur consommation moyenne est d'environ 240 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, quand les exigences actuelles se situent aux alentours de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. La rénovation du bâtiment, quel que soit son usage, est donc une action indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Et le patrimoine des collectivités dans tout cela, Sébastien Ilouz, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien, le patrimoine des collectivités, il est relativement important, puisque au global, si on parle du tertiaire public, à la fois des collectivités et puis du patrimoine de l'État, on est sur 350 millions de mètres carrés. Et si maintenant on s'intéresse au patrimoine des collectivités, c'est-à-dire à la fois les communes, les départements et les régions, ça couvre à peu près 2/3 de ces 350 millions de mètres carrés. Donc c'est un patrimoine qui est très varié. On va retrouver des écoles, on va retrouver des administrations, on va retrouver
trouver des équipements sportifs. Et c'est un patrimoine, notamment pour le bloc communal, donc les communes. Bloc communal, on parle de 150 millions de mètres carrés, donc c'est la majeure partie de ce patrimoine des collectivités qui est extrêmement diffus, puisque un bâtiment communal en moyenne c'est moins de 1000 mètres carrés, on doit être dans les 600-700 mètres carrés. Donc ce patrimoine très diversifié et hyper diffus, il est assez complexe à traiter. Oui, patrimoine complexe, vous disiez. Oui, c'est ça. Alors là, on a parlé d'énergie, mais en matière de patrimoine, on a d'autres sujets à voir éventuellement. C'est un patrimoine qui est vieillissant. La plupart des bâtiments publics ont été construits dans les années 70 en moyenne, certains même juste après-guerre, et qui se sont développés au fur et à mesure des besoins démographiques. Donc on a des bâtiments parfois qui sont vieillissants, avec des charges de maintenance qui sont devenues importantes. On a aussi des bâtiments sur lesquels l'image n'est pas forcément très favorable à l'exemplarité que souhaite instiguer la collectivité. Donc ça, c'est, je dirais, déjà un besoin de rattrapage en matière d'investissement, en matière de gros entretiens et renouvellement. Et puis, parallèlement à ça, on a un autre sujet à traiter qui est la question de la mise en conformité, notamment réglementaire, des sujets qu'on connaît, l'amiante, le plomb, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui est un sujet à traiter. On va aussi ajouter la question d'obsolescence fonctionnelle, d'obsolescence de qualité d'usage. On ne vit pas de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans, on n'enseigne pas de cette même manière, on ne travaille pas dans les bureaux d'une administration de la même manière, et donc il y a besoin de remettre aussi en état fonctionnel ces bâtiments. Donc ça, c'est tout le volet d'adaptation réglementaire et fonctionnelle qui vient s'ajouter en plus à la question énergétique. Donc c'est l'ensemble de ces sujets qu'il faut traiter. Il faut embarquer l'ensemble de ces sujets dans les rénovations, et ça dans un aspect en prenant en compte le plus possible le coût global, c'est-à-dire à la fois les coûts d'investissement, mais aussi les coûts d'exploitation qui vont être induits par ces bâtiments. Et puis il y a la question évidemment du verdissement du patrimoine immobilier. Alors on le voit là, les enjeux sont cruciaux pour les équipes en place, mais le contexte avec les difficultés économiques actuelles, est-ce qu'il est favorable, Olivier ? Écoutez, Paul-Emmanuel, évidemment, la trajectoire en est forcément modifiée avec la crise économique et sanitaire que l'on vit aujourd'hui. Et donc, cette trajectoire pour atteindre les objectifs qui ont été définis dans le cadre de la PPE, du décret tertiaire, de la neutralité carbone, forcément, le chemin va être un petit peu différent, même si ces trois objectifs sont toujours d'actualité et j'ai même envie de dire sont renforcés dans l'esprit de tout un chacun, et notamment dans le cas des maîtrises d'ouvrage publics qui se doivent quelque part d'avoir une exemplarité dans leur action. Mais au-delà de ces difficultés, je pense qu'il faut prendre ça comme une formidable opportunité qui nous est donnée à tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales et territoriales, que ce soit les entreprises et même chaque citoyen, pour profiter de l'occasion, profiter du contexte, pour accélérer quelque part cette décroissance ambitieuse des consommations énergétiques des bâtiments, et également allier ça avec une relance de l'économie sur nos territoires. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que le gouvernement a lancé son plan de relance le 7 septembre en 3 points quelque part. Le premier, c'est d'injecter rapidement et massivement de l'argent sur les territoires pour relancer l'économie. Et donc on a aujourd'hui une enveloppe qui a été fixée par le gouvernement qui est de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros qui se décomposent de la manière suivante. On a 2,7 milliards qui sont adressés directement au patrimoine d'État, donc les universités, les préfectures, etc. On a 300 millions qui sont fléchés vers les régions, 300 autres millions qui sont fléchés vers les départements, 650 millions à destination des communes et puis 50 millions pour les agences locales du sport. Donc on voit bien qu'il y a l'ensemble, je dirais, du patrimoine public est adressé par ce plan de relance. Le deuxième point de ce plan de relance qui est important, on l'a bien dit, c'est bien relancer l'activité rapidement dans les territoires et notamment en donnant accès à ces marchés, quel que soit l'outil juridique utilisé, donner accès aux entreprises PME locales qui puissent eux aussi participer à cet effort de relance. Et puis le dernier point, j'ai envie de dire, c'est un peu ce cercle vertueux, c'est-à-dire je fais à travers ma rénovation énergétique des baisses
d'énergie, de consommation énergétique, pardon. Ces baisses de consommation énergétique vont engendrer des économies financières qui elles-mêmes pourront être réinjectées dans de nouveaux projets. Donc un cercle vertueux. Alors, est-ce que le gouvernement a également adapté les outils juridiques et contractuels ? Exactement, pour que ce plan de relance soit le plus efficace possible et puisse être déployé le plus vite possible, il y a un certain nombre d'aménagements de la commande publique qui ont été faits. J'en citerai deux parmi tant d'autres. Le premier, c'est le relèvement du seuil de passation des marchés publics à 100 000 euros. Et puis le deuxième, à travers ce qui a été écrit dans le journal officiel du 30 juillet 2020, c'est un relifting du marché public global de performance dont on parlera un peu plus tard en détail. Ok. Et du côté du grand plan d'investissement, Sébastien ? Du côté du grand plan d'investissement, donc c'était avant le plan de relance. Il va être d'ailleurs renforcé à cette occasion-là. Ce grand plan d'investissement, on est en mai 2018. L'idée, c'est de lancer une grande vague de rénovation sur les bâtiments publics des collectivités territoriales. Donc la Banque des Territoires s'est engagée aux côtés de l'État à mettre en place une ligne de 2 milliards d'euros de prêts. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, le prêt GPI-Ambre, et 500 millions d'euros de fonds propres. Alors les fonds propres, c'est pour des dispositifs un peu innovants, comme par exemple le dispositif Intracting, qui consiste à financer des actions dont le temps de retour est courte et que ces économies d'énergie financent à nouveau les actions de demain. Sans oublier aussi les 500 millions d'euros de dotation de soutien à l'investissement local. Donc ça, c'était à l'époque. Depuis, il va y avoir une actualisation forte de cette dotation de soutien à l'investissement local qui va être remontée notamment en 2020 de manière à pouvoir distribuer à la fois plus aux collectivités et aussi de manière plus focalisée sur les sujets d'efficacité énergétique. Alors passons maintenant au législatif et puis au normatif, Nathalie. On a vu sortir beaucoup de choses, même encore avant-hier. Effectivement, Paul-Emmanuel, et contrairement à ce que nous pourrions croire, tout cela a une cohérence en agissant à la fois sur la construction de bâtiments neufs et sur la rénovation des bâtiments existants. Pour les bâtiments neufs, l'objectif est clairement affiché de tendre vers le zéro carbone, tant en phase de construction avec le recours à des matériaux biosourcés, le recyclage des déchets de chantier, que dans la phase usage du bâtiment, avec une performance du bâti limitant fortement la consommation et le recours aux énergies décarbonées. Donc, si on avait pu voir quelques prémices dans la loi Elan, la transcription en est effectivement beaucoup plus parlante dans la future réglementation environnementale, dont les annonces ont été faites par Emmanuel Vargon et Barbara Pompili avant-hier, sur les exigences et qui fixe donc des nouvelles règles qui seront applicables à partir de l'automne 2021 pour les logements, les bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement, et un an plus tard pour les autres bâtiments. Ces règles sont le renforcement de l'efficacité énergétique du bâti, donc appelé le BBIO, et le recours privilégié aux énergies décarbonées, donc pompe à chaleur, biomasse, réseau, chaleur vertueux, autoconsommation des énergies renouvelables locales et l'utilisation donc des matériaux biosourcés ou des ressources locales, y compris pour les matériaux de construction. Dans le neuf, le recours au gaz naturel comme énergie de chauffage principale va devenir très complexe dès 2021 en maison individuelle et dès 2024 en logement collectif. Le gouvernement espère que par capillarité, les systèmes énergétiques et constructifs qui vont se développer pour la construction de bâtiments profiteront bien évidemment à la rénovation très rapidement. En parallèle, le gouvernement décline aussi des textes et des dispositifs pour accompagner la rénovation. Donc, là encore, quelques bases avaient été posées dans la loi Elan et ont été clarifiées par des décrets et arrêtés, comme c'est le cas avec le décret tertiaire, un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, qui explicite les nouvelles obligations appliquées aux bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² en matière de réduction des consommations énergétiques et annonce un objectif de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 par rapport à la consommation de 2010.
Alors, il y a d'autres textes qui sont en débat, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc on attend leur parution prochaine. On y retrouve par exemple la refonte des DPE, diagnostic de performance énergétique, la définition des passoires thermiques pour les logements qui étaient situés aujourd'hui en étiquette F et G, ou à la demande de la Convention citoyenne, il pourrait même être envisagé des textes plus contraignants, comme une obligation de rénovation des logements, même si la loi énergie-climat a déjà introduit quelques obligations en ce sens pour les propriétaires bailleurs. En complément, viennent s'ajouter plusieurs dispositifs de soutien et d'accompagnement à la rénovation, comme les 7,5 milliards du plan de relance dont on a commencé à parler, et les 4 milliards pour les bâtiments publics qui ont été évoqués par Olivier, le renforcement des dispositifs C2E, certificat d'économie d'énergie, et le développement du réseau FER et des plateformes régionales d'accompagnement SAR, ainsi que les programmes de soutien comme Acté, qui est très clairement fléché vers les collectivités locales. Alors ça, c'est clair dans tout ce que vous nous avez dit tous les trois. En ce moment, il y a vraiment des opportunités à saisir. Le contexte économique et législatif donc est favorable. Passons maintenant aux stratégies avec vous, Sébastien. Quelles sont les actions à mettre en place ? Oui, alors là, il faut peut-être faire voir le schéma global. On prend un petit peu de recul. On est une collectivité, on a un certain nombre de bâtiments, donc on a son patrimoine. L'idée, bien évidemment, est d'essayer d'organiser un petit peu sa stratégie de manière à optimiser le plus possible les choix qu'on va avoir à faire. Donc, deux séquences, une partie où on est plutôt sur la stratégie patrimoniale, donc on se pose des questions globalement à l'échelle de l'ensemble de son patrimoine. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est important de connaître son patrimoine en matière de surface, en matière de consommation énergétique, et puis là, de faire des grands choix sur les différents scénarios qu'on peut mettre en place à l'échelle des différents types de patrimoine. Donc ça, c'est mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur énergie. Et puis une fois qu'on a fait ces grands choix, très concrètement, ce sont des budgets associés. Donc on met en place un plan pluriannuel d'investissement, généralement un plan sur 5 ans, sur lequel on va venir cadencer les investissements qu'on a prévu de faire. Une fois que ça c'est fait, là on passe à l'action, on est dans l'approche bâtimentaire. Il s'agit de faire les études techniques qui vont permettre de définir plus précisément les travaux qu'on aura à faire dans chacun des bâtiments. Là, on va intégrer, comme on le disait tout à l'heure, les questions énergétiques, les questions de mise en conformité, les sujets de gros entretien et renouvellement. Et puis, se pose aussi la question au même moment de financement de ces différentes opérations. C'est là aussi où on intervient. Est-ce qu'on est sur un prêt classique type GPI Ambre ? Est-ce qu'on met en place une approche Intracting ? Est-ce qu'on met en place un contrat de performance énergétique ? Donc là, il y a différents choix de financement à prendre en compte en fonction du choix qu'on a pris sur l'opération. Alors tout ça, ça fait quand même pas mal d'études en matière de rénovation énergétique. Pour les aider, les collectivités, elles peuvent disposer de programmes, je pense à Acté. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que ça fait beaucoup d'études, mais c'est important de se poser les bonnes questions. Donc, Acté, c'est Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. C'est un programme donc qui est mis en œuvre par la FNCCR et EDF. Donc, c'est un programme de 100 millions d'euros sur la période 2020-2022 qui a un double objectif. Premièrement, c'est accompagner en besoin d'ingénierie les collectivités qui vont lancer des programmes de rénovation. Donc, c'est pour financer les études. Deuxième objectif, c'est notamment, je pense, aux plus petites collectivités, créer des coopérations entre collectivités et établissements publics de type syndicat d'énergie, communauté d'agglomération, communauté de communes, région, département, de manière à ce qu'ils puissent se regrouper et mutualiser un certain nombre de choses au niveau des études et puis ensuite un petit peu plus de manière plus opérationnelle. Donc voilà, l'ensemble des collectivités sont éligibles. Ça permet de financer des économes de flux, donc des personnes qui vont, des spécialistes de l'énergie et qui vont se mettre au service des collectivités, la mise en place d'outils de suivi des consommations énergétiques. Et on en parlait tout à l'heure, c'est important de connaître les consommations de ces bâtiments. Pour financer aussi des études techniques, les audits, toutes ces missions de conseil. Et puis, même aller jusqu'à financer des missions de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc dans la phase travaux, dans la phase opérationnelle de ces projets. À noter l'AMI Sequoia, donc qui est destiné à financer la rénovation des bâtiments communautaires
communaux, dont la date de dépôt de dossier est le 29 janvier 2021. Et si on veut plus de renseignements sur Acté, il y a un site internet, c'est ça, programme-ce-acté.fr. Ok. Exactement. Je me tourne vers vous, Nathalie Olivier. Quelles sont les premières actions à réaliser quand on parle de rénovation énergétique? Peut-être avec vous tout d'abord, Nathalie. Oui, tout d'abord, je voudrais souligner, comme le disait Sébastien, qu'effectivement EDF connaît bien et soutient ce programme Acté, puisqu'il en est à la fois cofinanceur et qu'il est développeur aussi d'un nouvel outil de simulation qui va être mis en ligne et qui permet aux collectivités d'identifier leurs gains potentiels de travaux de rénovation sur leurs bâtiments scolaires et administratifs en moins de 7 minutes. Voilà, donc ce programme permet un bon accompagnement tout au long de la chaîne de décision d'un projet de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales. Mais comme le disait Sébastien, il est nécessaire au préalable de bien connaître son patrimoine pour pouvoir définir au mieux son plan d'action. Donc, ce qui signifie en premier lieu de dresser l'inventaire de ces bâtiments. Alors, ça peut sembler simple, mais il faut aller au-delà de la simple liste de bâtiments en regardant quelles sont les surfaces, quels sont les usages, quelle est la vétusté du bâtiment et des équipements, quelles sont leurs consommations globales à ces bâtiments et puis quels sont les travaux programmés ou déjà réalisés. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'audit un peu plus fine et pour ça, il est nécessaire de bien évaluer leur consommation en ayant si possible une connaissance plus fine de leur consommation par usage. Chauffage, électricité pour l'éclairage, pour les usages spécifiques, la ventilation, l'eau chaude. Donc, pour ce faire, il existe des solutions de suivi ou de management énergétique digital, comme celle développée par EDF, Dalkia ou la Banque des Territoires, qui permettent à la collectivité de mieux connaître et maîtriser la consommation énergétique de ses bâtiments, d'identifier les gisements d'économie d'énergie, d'optimiser ses contrats de fourniture et de commencer à réaliser les premières économies. Olivier, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, exactement. Enfin, il est intéressant d'observer que cette phase d'audit dont a parlé Nathalie et puis Sébastien un peu avant, elle est finalement corollaire avec le décret tertiaire. Le décret tertiaire qui est un décret qui impose à tout assujetti ayant un bâtiment de plus de 1000 m2 de faire des économies à hauteur de 40% et dans une phase préalable qui doit être remplie pour le 30 septembre 2021, définir une consommation de référence qu'il déclarera sous une plateforme gérée par l'ADEME qui s'appelle Opéra. Donc on voit que tout ce que Nathalie et Sébastien ont développé précédemment, de toute façon, sera une phase qui sera nécessaire à déployer et à faire dans le cadre du décret tertiaire, et ceci avant le 30 septembre 2021. Donc on voit que les choses sont cohérentes entre elles. On n'a pas des dispositions qui sont imperméables les uns avec les autres, mais bien évidemment une grande cohérence entre tout ça. Nathalie. Oui, et donc juste en complément, il peut être bien sûr réalisé des audits spécifiques, soit par le biais d'outils digitaux, comme celui proposé d'ailleurs par le programme Acté, soit en s'appuyant sur des experts externes, des AMO ou des expertises d'un certain nombre de grandes boutiques, pour des projets plus complexes, afin de définir les travaux à réaliser, leur potentiel d'économie d'énergie et leurs coûts associés. Pour aller plus loin, sur un ensemble bâtimentaire, il est aussi possible d'aller sur une certification ISO 50001 qui alliera audit et management de l'énergie et qui pourra être mise en place à l'échelle de l'ensemble d'un patrimoine. L'accompagnement à cette certification bénéficie actuellement d'aides jusqu'à 40 000 € par le biais du programme C2E Pro SMEN. Alors, une fois qu'on connaît mieux son patrimoine, ses qualités, ses défauts, on parlait donc audit, il va être nécessaire de réfléchir au type d'action à mettre en place, Olivier. Oui, Paul-Emmanuel, effectivement, on le voit, il y a aujourd'hui des ambitions qui sont très fortes, je le rappelle, 2030 au moins 40%, et donc pour cela, il va falloir jongler de la manière la plus pertinente possible entre le type d'action à mettre en œuvre et finalement ses capacités de financement, Donc on voit à travers ça, et pour reprendre la sémantique du plan de relance du gouvernement, 3 types d'actions. La première, c'est
c'est une action qu'on appelle dite de gain avec gain rapide sur investissement, qui est plutôt des actions de type mise en place de systèmes d'énergie, des systèmes de télégestion, le changement de chaudière pour des équipements plus performants, le passage des luminaires en LED, et bien sûr la sensibilisation des occupants, qui est une action forte et qui demande finalement peu de ressources financières. La deuxième type d'action, ce sont les actions dites de rénovation énergétique. Là, on est sur les actions qui vont concerner le verdissement des équipements utilisant de l'énergie fossile, donc ces passages, en tout cas raccordement à un réseau de chaleur vertueux, mise en place d'une chaufferie biomasse, mise en place d'une géothermie, mise en place d'une pompe à chaleur, etc. etc. C'est bien sûr des actions comme l'isolation du bâtiment ou des combles, c'est le changement des huisseries. Voilà. Et puis la dernière action de ce fameux plan de relance, ce sont les rénovations dites lourdes. Sébastien en a parlé tout à l'heure. Ce sont des actions qui, bien sûr, vont avoir un impact sur les économies d'énergie, mais également permettent de modifier le bâtiment, puisque Sébastien l'a rappelé, en 40 ans, les usages, les besoins ont changé, et donc il y a nécessité aussi de rénover ce bâtiment dans ce sens-là. Concrètement, quel gain est-ce qu'on peut attendre de tout ça ? Alors, sur les trois types d'actions dont je vous ai parlé, les premières, les actions avec un rapide gain sur investissement, on est sur une fourchette de 10 à 15%. La deuxième action, les rénovations énergétiques, on est sur une fourchette allant de 12 à 18%. Et puis, pour les rénovations lourdes, voilà, comme les objectifs ne sont pas que de la performance énergétique, difficile d'y associer un chiffre exactement. Par contre, ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement, avec les deux premières actions, qui sont finalement des actions dans lesquelles les investissements sont plus légers, on arrive déjà à 30%. Et donc 30% avec un taux de retour brut sur investissement, c'est-à-dire cette capacité à investir de l'argent et retrouver ses petits, ce taux de retour est inférieur à 10 ans. Donc on voit bien qu'avec des projets comme ceux-ci, ils s'autofinancent sur des durées assez courtes. Et si en plus la collectivité peut bénéficier des aides mises en place par l'État, comme le plan de relance aujourd'hui, c'est des taux de retour bruts qui vont encore se raccourcir. Donc c'est une excellente nouvelle et c'est le bon moment en tout cas pour y aller. Pour faire ces audits, pour un petit peu définir ces actions, il faut quand même s'entourer de compétences. Oui, bien sûr. Pour avoir le projet le plus pertinent et le plus adapté finalement à son patrimoine, je pense qu'il est nécessaire effectivement de s'entourer de compétences tant en termes juridiques que techniques que financiers. Il y a pour ça des AMO qui existent. Il y a la Banque des Territoires. Sébastien a déployé un certain nombre d'offres et de services que met la Banque des Territoires au service des collectivités. Donc, je crois que c'est important en tout cas de ne pas faire ça tout seul dans son coin. Il y a des gens qui ont aussi l'expérience d'autres collectivités et dont les idées, les meilleures pratiques pourraient servir le projet en tant que tel. Continuons à avancer dans les étapes importantes en matière de rénovation énergétique après l'audit, la définition des actions. Il y a celle de l'appel d'offres et de la contractualisation. Oui, alors bien évidemment, une fois qu'on a fait cet audit, il faut passer à la phase réalisation. Il faut mettre en œuvre ce projet. Et donc, on a aujourd'hui 3 grands outils que la commande publique propose. Le premier, le plus traditionnel, qui sont des marchés de travaux dans le cadre de la loi MOP. La MOP, je rappelle, c'est finalement cette séparation entre les marchés de travaux en tant que tels et la maîtrise d'œuvre. Et puis, le deuxième outil contractuel qui est adapté et pertinent, qui s'appelle le marché public global de performance, qui, sous un terme plus générique, est le contrat de performance énergétique, le CPE. Et puis le troisième qui s'adresse plutôt dans le cadre de projets de rénovation lourde, en tout cas dans lequel les investissements sont lourds, forts et sur lequel la durée d'amortissement en tout cas est beaucoup plus longue, les marchés publics de partenariat. Il y a une nouvelle tendance qui apparaît en ce moment, c'est la performance énergétique réelle versus la conventionnelle. Alors, en quoi est-ce que le CPE, ça peut être utile ? Si vous voulez, en fait, jusqu'à présent, effectivement, et ça s'adressait souvent au marché de travaux, on faisait des travaux en se disant, voilà, en faisant ça, j'espère atteindre cette performance énergétique. Demain, la tendance a changé clairement, puisque le décret tertiaire vous impose un moins 40% et un moins 40% qui est réel, c'est-à-dire qui sera constaté, vérifié, contrôlé. Et donc, la performance énergétique réelle, la collectivité a besoin finalement d'avoir toutes les garanties qu'à cette échéance-là, les engagements soient tenus. Et donc, le marché public
globale de performance, est un outil en tout cas qui permet de s'assurer que le résultat sera au rendez-vous et de contrôler au fil du temps la trajectoire prise par le projet. Le MPGP, c'est l'outil le plus pertinent ? Le MPGP, c'est l'outil le plus pertinent. En tout cas, c'est un outil qui est extrêmement bien adapté au contexte que l'on vit aujourd'hui et aux objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Je le rappelle, c'est d'abord un outil qui est défini dans la commande publique. Donc, il existe, il a été redéfini dans le cadre du journal officiel du 31 juillet 2020 et qui propose 5 points, en tout cas qui impose 5 points contractuellement. C'est définir une situation de référence. On fait écho à tout ce qu'on a parlé, à tout ce dont on a parlé précédemment en termes d'audit. C'est définir des actions de performance énergétique, donc définir la trajectoire et sa mise en œuvre. C'est troisièmement définir les garanties sur lesquelles l'opérateur va s'engager réellement. C'est pénaliser en cas de non-atteinte de ces engagements et pénaliser de 2 manières. La première, c'est la prise en charge des surconsommations en euros par l'opérateur et deuxièmement, la possibilité et l'imposition quelque part de remettre à niveau les installations, donc refaire les travaux nécessaires pour atteindre cette performance. Et puis dernièrement, et qui n'est pas des moindres, c'est mesurer. Il est nécessaire dans ce contrat que soit défini un protocole qui explique bien comment on mesure cette performance et qu'elle soit donc bien réelle. Voilà. Les CPE, mais je peux passer vite. Il y a 3 types d'appellations. Il y a le contrat privé qu'on appelle CPE. Dans la commande publique, c'est le marché public global de performance. Et puis dans le cas de projets plus importants, le marché de partenariat. Alors, par rapport à des marchés de travaux, pourquoi est-ce que le MPGP, dans le contexte actuel, il vous semble plus pertinent ? En tout cas, il y a de véritables bénéfices pour la commande publique. Le premier, on l'a déjà dit, on s'y est beaucoup attardé, c'est l'engagement de performance. L'engagement de performance, c'est la sérénité pour la collectivité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les derniers MPGP qui sont sortis, on est aux alentours d'une performance moyenne de 30%. Deuxièmement, c'est que ce que l'on constate, c'est que tous les MPGP qui sont sortis ont été au rendez-vous, même si il faut reconnaître qu'il peut y avoir de temps en temps des écarts avec la trajectoire et que pour 30%, donc durant les premières années, la performance n'a pas été atteinte exactement. Le deuxième, c'est que c'est un montage simplifié. On voit bien, lorsqu'on a un projet un peu global sur un bâtiment, il faut lancer beaucoup de marchés de travaux. Là, ça permet au sein d'un même contrat avec un opérateur qui va finalement englober tout ça, rassembler et donc gagner beaucoup de temps. Donc ça c'est quand même important. Et puis c'est aussi une sorte de sérénité pour la collectivité qui entre guillemets s'affranchira du risque de défaillance d'une entreprise qu'elle aurait pu entre guillemets avec qui elle aurait pu contractualiser dans le cadre d'un marché de travaux. On l'a dit, investissement rapidement rentabilisé. Je voulais juste revenir sur un sujet. Nathalie a parlé des C2E. Dans le cadre d'un CPE qui signifie dans le cas présent supérieur à 20% en termes d'économie réelle et d'une durée de 5 ans, il y a des bonifications de ces C2E, donc ce qui permet également de pouvoir amortir encore plus rapidement ces investissements. Et puis, Sébastien en a parlé. Le CPE, c'est aussi l'avantage d'avoir un coût global, un contrat global dans lequel il y a un dialogue compétitif et donc les opérateurs vont pouvoir échanger pour adapter le projet qui soit le plus adéquat en fonction de la collectivité. Et puis, bien évidemment, c'est aussi l'opportunité de faire des travaux de verdissement, mais c'est moins le sujet aujourd'hui. On commence à parler de l'investissement. Parlons maintenant de l'aspect financement. Les collectivités peuvent réaliser en ce moment des montages intéressants, Sébastien ? Oui, il y a des montages intéressants à imaginer et puis à réaliser. Donc, en reprenant un petit peu notre schéma là sur lequel on est dans la chronologie, donc on a fait ce schéma directeur, on a défini les actions à faire, on a fait un audit énergétique qui permet de savoir précisément le montant de ces actions, ses coûts, ce que ça peut rapporter en matière d'économie d'énergie. On a pris en compte les autres aspects de mise en conformité. Là se pose la question du coup de quel est le montage que je vais choisir. Donc ça, c'est de l'ingénierie juridique et financière. Ça va dépendre de 2 choses, à la fois la nature du projet et puis aussi de la capacité financière de la collectivité.
Et ça va nous amener ensuite sur différents types d'opérations, des rénovations lourdes, des rénovations plus légères. Donc sur chacune de ces étapes, la Banque des Territoires va accompagner les collectivités. Sur l'ingénierie, alors bien évidemment, il y a le programme ACTE qui est avant tout présent, mais on peut nous éventuellement compléter le cofinancement d'études lorsque c'est nécessaire. Bien évidemment, sur la partie financement, on va proposer des solutions. Donc on a ces 3 niveaux. On va proposer les avances remboursables in-tracting, donc ça c'est pour les actions dont le temps de retour sont très rapides. On peut faire une analogie parfaite avec le plan de relance, effectivement. Donc, c'est des actions à temps de retour très rapide. On va proposer aussi des dispositifs spécifiques pour pouvoir financer les contrats de performance énergétique, donc sur lesquels on a des temps de retour légèrement plus longs, mais sur lesquels on a aussi des économies qui sont plus importantes. Et puis, les rénovations plus lourdes. Donc voilà, si on est sur une vision globale sur ce que peut proposer un schéma directeur, une stratégie patrimoniale, sur les opérations en temps de retour court, on a ce qu'on appelle notre in-tracting, qu'on a déjà mis en place sur une douzaine d'universités et qu'on a déjà démarré sur 2 communes. Et donc, on compte continuer à développer ça. On a l'in-tracting sécurisé, comme son nom l'indique, il est sécurisé puisqu'il est adossé à un contrat de performance énergétique. Donc, c'est pour les rénovations de taille et d'ambition un petit peu plus importantes. Et puis, pour les opérations lourdes, soit des opérations lourdes sur un patrimoine très important, et donc là, on peut envisager des marchés de partenariat de performance énergétique. Mais dans tous les cas, pour des rénovations lourdes, on a notre prêt GPI Ambre, qui est un prêt de long terme, qui est justement fait pour ça. Donc, on est dans les 3 cas, dans ces 3 types d'opérations. Sur des opérations à performance énergétique, nous, on tient absolument à pouvoir suivre la consommation réelle des opérations qu'on va financer. C'est pour ça qu'on va mettre en place une plateforme nationale de suivi énergétique, parce que ça nous semble important, au-delà de notre responsabilité dans le financement, on a aussi des responsabilités extra-financières, et ça nous semble important de pouvoir mesurer l'impact de nos financements sur les territoires. Alors, puisque nous sommes dans la partie financement, les aides, je voudrais qu'on fasse avec vous un focus sur les CE, Nathalie. Oui, donc le dispositif des certificats d'économie existe depuis 2006. Il permet d'aider financièrement les maîtres d'ouvrage dans la réalisation de leurs travaux ou actions d'économie d'énergie en venant en complément des subventions et autres aides. Il repose principalement sur des fiches d'opérations standardisées qui fixent le volume de certificats attribués pour une action donnée. Donc, par exemple, l'isolation d'un réseau hydraulique ou d'un plancher ou encore la mise en place d'une pompe à chaleur. La collectivité peut soit constituer et déposer elle-même les dossiers de C2E puis les revendre à un obligé, mais pour cela, elle doit disposer d'un compte sur le registre EMI et d'une équipe administrative pour le montage des dossiers. Soit elle peut s'appuyer sur un obligé ou un délégataire ou un prestataire, comme le rappelait tout à l'heure Olivier Pourdelka, qui générera pour elle la constitution du dossier et le dépôt de ce dossier, puis la rétribuera sous la forme d'une prime. Les primes C2E peuvent couvrir tout ou partie de l'investissement selon l'action qui a été réalisée. Et EDF et Dalkia, vous êtes des obligés de la première heure, hein. Tout à fait. Et donc, nous connaissons parfaitement bien ce dispositif. Nous maîtrisons et nous disposons d'équipes dans toutes les régions pour accompagner les collectivités sur le montage de leurs dossiers et la gestion de leurs travaux, voire les orienter pour optimiser leur C2E. EDF a même créé une offre spécifique pour les collectivités qui s'appelle la prime rénovation collectivité, et notamment pour les petites collectivités, puisqu'elle va permettre de regrouper la gestion des C2E au niveau d'un EPCI, donc communauté de communes et autres, ou voire syndicat d'énergie, afin de faciliter la mutualisation et la simplification des démarches administratives et d'optimiser par le biais du foisonnement le prix de la rémunération. En complément, depuis mai 2020, le gouvernement a mis en place une opération coup de pouce bâtiment tertiaire qui permet une multiplication par 1,3 jusqu'à 4 fois des volumes attribués par rapport à une fiche classique d'opération standardisée.
Donc cette opération coup de pouce concerne le remplacement des productions de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz qui n'est pas à condensation par des systèmes performants, donc chaudière collective haute performance, pompe à chaleur de RO ou OO et raccordement à réseau de chaleur, voire chaudière collective biomasse. De même que pour le plan de relance, ce coup de pouce est limité dans le temps, d'où l'intérêt d'agir rapidement. Comme le disait Olivier tout à l'heure, on est vraiment dans une période d'opportunité. Enfin, il existe des programmes C2E qui permettent la prise en charge partielle ou totale d'actions d'accompagnement et de sensibilisation des occupants et des usagers des bâtiments, afin de faire que le bon usage de celui-ci soit l'affaire de tous et que cela permette l'implication de l'ensemble des usagers du bâtiment dans la réduction des consommations d'énergie. Il s'agit par exemple du programme Wattie à l'école pour les petites classes et les classes de primaire, de Cubes pour les collèges, les lycées, voire les universités, ou encore de Cube pour les bâtiments administratifs. Alors, on a vu ensemble les enjeux, les stratégies à mettre en place en matière de rénovation énergétique, les principaux contrats, les financements, les aides. Je voudrais maintenant que l'on commence notre tour de France, des exemples, des réalisations. Et pour notre première étape, on va prendre la direction de Saint-Amand-les-Eaux. Bienvenue à tous dans cet équipement qui a été inauguré en 2014 et qui depuis a reçu 1 400 000 baigneurs. Alors le principal enjeu d'abord c'est de mettre le technique au service du projet parce qu'effectivement dans un équipement aussi complexe que le nôtre, on a des principes d'usage qui sont assez forts. Principe de confort et de sécuriser aussi à un moment donné la réponse technique que l'on doit avoir au sein d'un tel équipement. Réponse technique sécurisée d'un point de vue du confort et d'un point de vue du coût énergétique. L'écueil, c'était d'avoir un équipement énergivore. Et donc, par rapport à ça, on a fallu y répondre. Donc, vient tout de suite dans notre réflexion la toiture végétalisée, les vitres lots, les bassins en acier inoxydable, un équipement fonctionnel, assez compact pour dépenser le moins possible d'énergie. Et enfin, au fil des rencontres, au fil des visites, finalement, un enjeu fondamental, la pompe à chaleur à géothermie verticale sur nappe, qui convenait et à ce type d'équipement et à l'environnement amandinois où nous sommes, à Saint-Amand-les-Eaux, ville thermale, au-dessus d'une nappe, l'une des plus grandes du nord de la France, sur laquelle on vient puiser l'eau pour chauffer cet équipement et alimenter nos bassins. L'enjeu, c'est d'abord de répondre à l'ensemble des contraintes avec un équipement qui est particulier, une pompe à chaleur à géothermie verticale. Et donc, il nous fallait une vraie expertise. Il nous fallait vraiment quelqu'un pour nous accompagner dans notre projet au jour le jour. Donc, expertise sur les principes d'usage, les conforts, expertise dans la gestion de la pompe à chaleur et également expertise dans le fait de toujours vouloir améliorer l'existant et rendre les choses de plus en plus optimales. Effectivement, avec Dakia, depuis de nombreuses années maintenant, ce partenariat s'est tissé au fil des années pour maintenant donner une réponse pleine qui nous permet aujourd'hui de dégager des marges sur quelque chose qui était au départ très complexe et qui devait au départ coûter quand même beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est 70 000 € d'économie par an et en plus un équipement qui s'est amélioré au fil des mois d'exploitation. Avoir une bonne expertise technique, ça c'est la base. Et ensuite, un bon contrat de performance sur le P1. Parce qu'effectivement, ici, en énergie primaire, ne rentre que de l'électricité. C'est 2,1 millions de kWh par an. On sait plus ou moins que selon les DGU, on est sur cette consommation-là annuelle. On la connaît maintenant. Donc, comment on la sécurise et surtout avec les variations de prix. Et effectivement, on est parti depuis 1 an maintenant sur un contrat de performance énergétique qui nous permet de sécuriser le prix et qui nous amène une expertise supplémentaire. Le contrat de performance énergétique, c'est et une garantie de consommation et une garantie de prix. Et ça, pour un exploitant, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Parce qu'on est lié, Delkia et la SPL du centre aquatique, sur cet objectif-là,
Et ça, c'est ce qui est, à un moment donné, innovant pour nous aujourd'hui, parce que c'est une première année, et qui nous permet aussi d'avoir une projection dans le futur, et notamment sur un contrat de 5 ans, sur la valeur de ce contrat. Alors, on continue notre tour de France, direction maintenant Évian. Et puis, on en dira un petit mot, Olivier. Alors, Évian, c'est la gestion des bâtiments communaux. Autre exemple, donc, Olivier. Exactement. Je vais en profiter pour saluer et remercier Madame Maud Perrault, qui est la directrice du cabinet du maire de la ville d'Évian, et que je sais connecter. Et j'en profite pour la remercier pour la confiance que la ville d'Évian a accordée à Dalkia et aux solutions innovantes et engageantes. Le CPE sur la ville d'Évian, c'est un contrat de performance énergétique qui permet à la collectivité de diminuer très fortement son empreinte carbone, qui lui permet de répondre aussi aux 17 objectifs de développement durable définis par l'UNESCO et qui permet aussi de porter un message auprès de ses administrés en termes de sobriété énergétique. Les solutions qui ont été mises en place et finalement co-construites par la ville d'Évian et Dalkia, c'est d'abord la mise en place de bâtiments intelligents et d'un cockpit numérique de pilotage de ces bâtiments à travers le desk. C'est la mise en place de chaufferies biomasse, d'isolation des bâtiments, des combles, de couverture thermique du centre aquatique, et puis aussi, et c'est très important, toutes ces actions co-construites entre un opérateur et la collectivité n'ont de sens que si finalement l'ensemble des occupants, des administrés, des utilisateurs d'un bâtiment ou d'un équipement sont sensibilisés. Et donc, de fortes actions auprès des scolaires, auprès des administrés, pour faire en sorte que la performance énergétique qui est voulue soit pérenne dans le temps, et elle sera pérenne dans le temps parce que tout le monde est engagé sur ce contrat de performance énergétique. Et au final, les résultats, c'est moins 30% d'économie en énergie finale et c'est moins 40% d'émissions de CO2. Donc, on a un territoire qui est effectivement diminue très fortement son empreinte carbone à l'issue du contrat, qui est un contrat de 6 ans avec un investissement de 4,2 millions d'euros. Voilà. Moins 30% d'économie en énergie finale, 40% de réduction des émissions de CO2, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Alors, exactement. Dans 5 ans, Évian aura fait 75% du parcours du décret tertiaire. Autre exemple maintenant, je vous propose cette fois-ci, c'est de partir à Vénissieux avec vous, Nathalie. Alors, Vénissieux, dites-nous en plus. Sur Vénissieux, EDF a accompagné la ville de Vénissieux dans l'identification des sites les plus énergivores et a collaboré depuis 2015 sur, au départ, une expérience autour de 2 bâtiments. La médiathèque et l'hôtel de ville, et a mis en place depuis son offre expertise conso, ce qui a permis d'obtenir une réduction des consommations d'électricité de 37% sur la médiathèque et de 20% sur l'hôtel de ville, avec un service amortissable dès la première année. Donc, effectivement, ouais. Donc cette démarche a satisfait la ville qui qui a signé son extension sur une 50aine de bâtiments et donc qui pourrait être reproductive et qui est une première marche en tout cas déjà pour la réduction des consommations d'électricité en complément des réductions de consommation de chaleur. Allez, je vous propose maintenant un dernier exemple, parce qu'on a évidemment pas mal des exemples en matière de rénovation énergétique. On n'aura pas le temps de tous les donner aujourd'hui. Et puis, je voudrais qu'on ait quand même quelques instants pour prendre quelques questions-réponses. N'hésitez pas à en poser sur le chat. Cette fois-ci, on va partir en Indre-et-Loire, Olivier. Oui, en Indre-et-Loire, c'est un marché public global de performance qui concerne l'ensemble des collèges du département d'Indre-et-Loire, donc c'est 54 établissements. Et en 2 mots, donc c'est un marché qui engage l'opérateur à faire moins 32% d'économie sur la durée du marché. C'est un budget de travaux de 15 millions d'euros dans lequel on a la mise en place de 7 chaufferies biomasse. On a 2 collèges ou 2 sites qui deviendront carbone neutre, c'est-à-dire qui n'émettront plus aucune émission de CO2. Voilà, beaucoup de solutions intelligentes, innovantes et notamment mise en place de beaucoup d'équipements digital et d'objets connectés qui permettront de piloter intelligemment les bâtiments.
D'accord. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres exemples que l'on aurait pu donner. Le MPGP de la ville de Puteaux, une salle d'Eiffel dans le Nord, effectivement, il y a une isolation du plafond du parking, il y a une grosse économie et puis il y a une prime intéressante là-dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne maintenant quelques minutes tous ensemble pour répondre aux nombreuses questions qui sont arrivées sur le chat. Une première que je vois qui vous concerne. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Pour les financements, quand on veut faire ces opérations, quels sont les guichets pour les collectivités locales? Alors, je ne sais pas lequel de vous trois veut répondre là-dessus. Sur les financements, c'est peut-être moi qui vais répondre. Allez. Et puis vous compléterez, Olivier et Nathalie, si nécessaire. Hein. Bien sûr. Sur les financements, bien évidemment, moi, je vous invite à vous orienter vers nos directions régionales où vous pourrez avoir le détail de l'offre de financement là que j'ai esquissé à l'occasion des quelques slides et des échanges qu'on a eus. Et vous aurez le choix entre différents types de financement qui correspondront à vos besoins pour du contrat de performance énergétique, pour lancer des opérations d'intracting, pour faire des rénovations lourdes, pour faire aussi de l'innovation. Hein. On est aussi ouvert à mettre en place des solutions de financement hybride. On ne fait pas que des choses sur étagère, ça fait aussi partie de notre force, bien évidemment. Donc voilà, je vous invite, si vous avez déjà un projet, à vous rapprocher de votre direction régionale de la Banque des Territoires. Olivier, Nathalie, quelque chose à rajouter? Pour compléter, je dirais que le plan de relance qui a été lancé par le gouvernement aujourd'hui a lancé 2 appels à projets qui concernaient plutôt les bâtiments d'État. Est attendu très prochainement des dispositifs qui vont être lancés par les sous-préfets à la relance qui sont en train d'être nommés pour mettre en place des dispositifs dédiés aux collectivités locales et territoriales. Donc on devrait avoir des nouvelles très prochainement concernant ces dispositifs. On va déborder quelques minutes. On a l'autorisation pour déborder de quelques minutes pour continuer un petit peu dans cet échange avec ceux qui nous regardent et ces questions. Autre question que j'ai vu passer, je suis en train de regarder. Comment lancer un marché global de performance énergétique? Question très pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait? Sébastien, vous voulez commencer ou vous voulez que... Oui, je peux commencer. Alors, ce qui est important quand on lance ce type de marché, c'est de bien connaître son patrimoine déjà. C'est important, lorsqu'on va lancer un appel d'offres, de réunir des documents techniques qui soient les plus précis possibles, l'antériorité des consommations généralement sur 3 ans, bien évidemment des surfaces, un descriptif de l'ensemble du périmètre qui est attendu. Est-ce que vous attendez que le contrat de performance énergétique porte sur l'ensemble des systèmes énergétiques, y compris sur des éléments connexes, y compris sur l'enveloppe. Voilà, donc ce périmètre technique est important. Le périmètre aussi de maintenance. Est-ce que vous allez confier une mission de maintenance qui va être complète sur l'ensemble des systèmes techniques du bâtiment? Est-ce que ce sera uniquement sur le chauffage? Est-ce que vous allez intégrer aussi des besoins en matière de gros entretiens et renouvellement? Voilà, toutes ces questions sont fondamentales parce que en posant précisément la question, c'est comme ça que vous aurez ensuite les meilleures réponses de la part des candidats qui vous répondront. Et pour compléter ce que dit Sébastien Elouz, je pense qu'il est nécessaire, parce que ce sont des projets quand même qui sont engageants, qui sont ambitieux, c'est de vous associer les compétences d'une AMO qui en général alliera juridique, technique et financière pour vous aider à préparer ce marché de la manière la plus pertinente possible et la plus adaptée à votre collectivité. Il n'y a pas 2 MPGP qui se ressemblent parce que les situations ne sont jamais les mêmes et donc c'est important d'avoir un œil neuf et qui a lui aussi l'expérience de d'autres collectivités pour vous faciliter et vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, j'ai une autre question pour vous, Nathalie ou Olivier. Je voudrais juste, excusez-moi Paul-Emmanuel, compléter, dire que le MPGP aujourd'hui, s'il est bien préparé, qu'on a les bonnes compétences, c'est un marché qui peut être lancé et quelque part notifié en moins d'1 an. Donc c'est aujourd'hui en tout cas un outil contractuel qui est complètement compatible avec le plan de relance. Ok, non, effectivement, c'est une échéance qui va vite pour une collectivité. Ouais. Autre question, alors pour vous Nathalie, je pense aussi Olivier, une question sur les opérations sur les petits bâtiments, mairie ou école rurale. Alors j'imagine que c'est la possibilité, c'était dans les exemples qu'on n'a pas donné tout à l'heure, c'est possible de faire des opérations sur des petits bâtiments ?
Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans les dispositifs, notamment des C2E, mais c'est aussi dans les outils de suivi qui sont mis en place ou dans les accompagnements digitaux qui peuvent être faits. On peut le faire à la maille d'un bâtiment, donc d'un petit bâtiment. Et pour les C2E, de manière à optimiser, je dirais, les démarches, à simplifier les démarches, on a prévu aussi cette possibilité de rassembler au niveau d'un EPCI, donc pour les communes rurales notamment, ou les communautés de communes, de manière à ce que ça simplifie les démarches et qu'il n'y ait pas une personne qui fasse une opération de temps en temps, mais que ce soit centralisé sur une personne qui va du coup avoir un automatisme et que ce soit plus simple à gérer pour la collectivité. Donc ça fait partie des choses qui sont regardées pour simplifier les démarches aussi auprès des collectivités. En tout cas, que ce soit le plan de relance, que ce soit l'outil contractuel MPGP ou des marchés de travaux ou des opérateurs comme Dalkia, on a bien sûr un maillage territorial qui fait que bien évidemment les petites communes et notamment rurales ne sont pas oubliées du dispositif et bien au contraire, je crois qu'elles sont au cœur de cette relance économique. Sur les petits bâtiments, peut-être aussi parler de mutualisation. Lorsqu'on est sur des collectivités de petite taille, elles n'ont pas forcément des services techniques très organisés, très structurés. C'est peut-être l'occasion dans ces cas-là de se retourner au niveau de l'EPCI, soit vers son syndicat d'énergie, vers sa communauté d'agglomération, vers sa communauté de communes, qui ont des services mutualisés un petit peu plus conséquents. C'est tout l'esprit justement du programme Acté dont on parlait tout à l'heure, qui offre des subventions à l'ingénierie. Et comme une rénovation, ça commence avant tout par des audits et des études, justement, tournez-vous vers ce programme Acté, essayez de vous regrouper à plusieurs pour pouvoir ensemble co-piloter ces études. Et puis, effectivement, dans le cadre de la loi énergie-climat, un amendement existe maintenant pour que le financement soit mutualisé à l'échelle des EPCI. Donc, les EPCI ont désormais l'autorisation de pouvoir mutualiser du financement pour leurs adhérents, pour leurs communes adhérentes. Donc c'est aussi important sur l'aspect opérationnel de pouvoir mutualiser ce financement. J'ai des questions concernant Link Tracting, Sébastien. Y a-t-il un minimum d'investissement pour prétendre à Link Tracting ou auprès GPI Ambre? Et puis autre question sur Link Tracting, c'est jusqu'à quelle durée maxi? Alors, sur le GPI Ambre, il n'y a pas de minimum, d'après ce que je comprends. Et sur Link Tracting, on était sur un minimum parce qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir quand même essayer de regrouper justement un minimum de bâtiments et que cette opération-là se fasse sur qu'elle ait quand même une conséquence en matière de volume sur les consommations énergétiques. Donc, on est sur un minimum d'1 million d'euros pour pouvoir faire une opération Link Tracting. Alors, 1 million d'euros pour certaines communes, c'est en rebondissant sur la question précédente, ça peut être beaucoup, effectivement. Donc là, pareil, il y a ce qu'on appelle Link Tracting mutualisé, qui relève de cette même philosophie, des petites communes qui se regroupent entre elles, qui se rattachent au niveau de l'EPCI et qui peuvent porter en partenariat avec leur EPCI une opération Link Tracting mutualisée. Donc ce 1 million d'euros à regrouper se fait au niveau de la mutualisation de l'ensemble des communes qui se regroupent. Une dernière question, allez, peut-être pour vous Olivier, et puis ça sera la fin de ce webinaire. Comment est-ce que le MPGP peut avoir un impact positif sur l'économie locale ? Allez, en quelques secondes. Le MPGP, c'est d'abord, avant tout, on l'a dit tout à l'heure, un bouquet d'actions de performance énergétique dans lequel on a vu de la maintenance, mais il y a aussi beaucoup de travaux en termes d'isolation, en termes de changement d'industrie. Et donc, c'est l'occasion, à travers ce MPGP, et rassemblé derrière un opérateur global, d'avoir une multitude d'acteurs locaux, d'entreprises du bâtiment, d'architectes. Voilà. En tout cas, chez Dalkia, on fait aujourd'hui, on monte toujours des groupements sur lesquels l'activité, en tout cas les acteurs économiques locaux, sont intégrés à nos groupements. C'est quelque chose d'extrêmement important et je crois que c'est le sens du plan de relance tel qu'il a été insufflé par le gouvernement. Allez, c'est l'heure de conclure ce webinaire. On a pris quelques minutes de plus pour répondre à vos nombreuses questions. Si vous aviez chacun, une phrase de conclusion, qu'est-ce que vous nous diriez, Nathalie? Qu'est-ce que vous diriez aux collectivités qui nous écoutent? Que les opportunités sont présentes avant que les contraintes n'arrivent
Et que c'est donc le bon moment pour les collectivités de se lancer dans la rénovation énergétique de leur parc et de mettre en place les actions qui permettront de répondre à la fois aux objectifs du décret tertiaire en termes de réduction de consommation et à la fois à la relance de l'économie locale et aux attentes de leurs concitoyens en termes de décarbonation. Sébastien, un mot de conclusion. Oui, ce que je dirais, c'est que effectivement, là, on est dans une période très particulière. Ce plan de relance, dont l'objectif est de concilier à la fois les impératifs de court terme, donc les opérations qui peuvent déjà être lancées tout de suite. C'est tout l'esprit de ce plan de relance, et il y aura donc une prime, je dirais, aux collectivités qui s'engagent le plus tôt possible. Et puis en même temps, en profiter pour structurer le long terme. Nous sommes en début de mandat, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de planifier l'ensemble de sa stratégie. On est dans un momentum où on a quand même des conditions, notamment sur le financement, mais aussi sur les subventions qui sont assez exceptionnelles. Et donc, voilà, c'est maintenant qu'il faut jouer cette carte et en profiter. Olivier ? Dire qu'effectivement, je rejoins ce qu'ont dit Nathalie et Sébastien. Derrière la difficulté que l'on traverse tous actuellement, je suis persuadé que se cachent d'extraordinaires opportunités et qui sont renforcées d'autant plus par une vraie convergence que l'on ressent actuellement public-privé. Tout le monde tire dans le même sens, tout le monde veut aller vers un territoire qui est décarboné. Et donc, c'est un excellent moment pour relancer quelque part l'économie de son territoire, montrer concrètement à ses administrés la volonté d'investir durablement dans leur avenir, dans le patrimoine, en le verdissant, en réalisant des économies et qui vont elles-mêmes financer de nouveaux projets. Donc il y a un vrai cercle vertueux qu'il faut engager. Et aujourd'hui, le plan de relance aide à engager ce cercle vertueux. Donc allons-y, fonçons. Merci à vous trois pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir suivi. Alors, avant de vous remercier, Nathalie, Olivier et Sébastien, je voulais quand même vous donner un rendez-vous là, qui est à ne pas manquer dans les jours qui viennent. Décembre, le 1er décembre, eh bien, ce sera un événement à ne pas manquer. Il vous permettra de découvrir les innovations du groupe EDF pour un avenir énergétique qui sera neutre en CO2. Voilà, donc vraiment un événement très intéressant si vous êtes intéressé par l'innovation. Merci, donc je le disais, à nos trois intervenants aujourd'hui qui se sont un petit peu battus avec leur connexion web. Donc merci Nathalie Mougeot. Donc je rappelle que vous êtes responsable coordination plan de relance B2B d'EDF. Merci à Olivier Perrier, directeur commercial collectivité d'Alkia. Merci à Sébastien Ilouz, responsable d'investissement et efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires. Si vous souhaitez continuer le dialogue avec eux, eh bien, vous pouvez les contacter via les emails qui s'affichent sur votre écran. Vous devez les voir en ce moment même. Et puis, il y a également des sites internet qui peuvent être très intéressants pour vous, pour aller plus loin sur ce sujet. Celui d'EDF, collectivité transition énergétique, donc pour avoir l'interlocuteur concernant la transition énergétique, celui de la Banque des Territoires qui va vous permettre d'arriver dans votre direction régionale, et puis celui d'Alkia qui à nouveau va vous en dire plus sur tout ce qui a été mis en place pour les collectivités à travers le plan de relance rénovation énergétique. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous, merci Paul-Emmanuel. Bonne fin de journée, merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.